Alors après tout ce chemin parcouru, sentons-nous enfin libres. Bonjour à tous. Eh bien, c'est pas toujours si évident. Mais la liberté, c'est vraiment un état d'être. Une façon d'appréhender la vie en acceptant ce qu'elle nous propose pour en tirer les meilleurs enseignements. Au cours de l'année, nous avons pu aborder la liberté sous différents aspects. Nous avons vu qu'être libre, ce n'est pas être irresponsable, mais c'est tendre vers une forme de maîtrise en s'accordant avec notre environnement. Et même que la liberté d'aimer s'acquiert quand nous abandonnons toute attente vis-à-vis des autres et même de la vie. Aussi, au niveau collectif, que la liberté pour s'épanouir a besoin absolument d'être accompagnée de l'égalité et de la fraternité. Puis nous avons vu, les 3 mois suivants, l'importance de se libérer du contrôle de nos aspects formels, physiques, émotionnels et mentaux. Ce qui correspond aux 3 premières initiations. Nous avons vu aussi que notre créativité est toujours libre, mais dépendante, conditionnée par notre état de conscience. Alors est venu le temps de se questionner sur ce que serait une gouvernance éclairée, permettant de développer de justes relations essentielles pour libérer l'humanité. Ensuite, nous avons évoqué l'importance de reconnaître les autres là où ils en sont. La compréhension aimante est l'état d'esprit le plus approprié pour laisser à chacun, bien sûr dans certaines limites, la liberté d'expérimenter. C'est le meilleur moyen pour grandir car nous apprenons presque exclusivement de nos expériences. Après, ce fut le temps de développer ces justes relations avec nous-mêmes et surtout avec bienveillance. Ces justes relations entre le petit moi, la personnalité et l'âme ne sont pas si évidentes à mettre en place. Et enfin, le mois dernier, nous avons vu l'importance de mourir à l'ancien, à nos vieilles identifications, nos vieilles croyances, pour être libre de vivre et d'expérimenter le nouveau, porteur d'une nouvelle conscience. Alors pour clôturer ce cycle sur la liberté, voyons maintenant l'importance d'accepter l'autorité, le cadre et des contraintes inhérentes à celle-ci. La clé libératrice est de mettre du sens sur ce qui pourrait sembler nous entraver. Et ce rapport réactionnaire à l'autorité vient bien souvent de l'enfance, où les interdits et les obligations en tout genre ne sont pas forcément compris. L'enfant se sent soumis, dominé par l'autorité, qu'elle soit parentale ou scolaire, et la voit bien souvent de façon négative. Parfois même, cette autorité est vécue comme injuste ou incohérente, surtout au vu d'exemples donnés par certains adultes, et même de façon nocive quand l'autorité dévoyée finit par s'autoriser des abus de pouvoir. Alors que l'autorité, dans sa juste expression, sert à sécuriser. Elle doit justement mettre un cadre permettant une libre expérimentation au sein de celui-ci. Et ce cadre doit être fixé en fonction de la conscience de l'être qui en dépend. Restons avec l'exemple de l'enfance et de l'évolution du cadre posé par l'autorité. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, le cadre posé par les parents va évoluer, apportant toujours plus de liberté en proportion des responsabilités que l'enfant peut assurer. Comme par exemple, en grandissant, il va avoir le droit de sortir avec des copains l'après-midi, puis progressivement, avec l'adolescence, de sortir en soirée, et enfin, en s'approchant ou en atteignant la majorité, de partir en vacances avec ses amis. Ce sont différentes étapes qui permettent d'expérimenter progressivement la liberté en fonction de la maturité de l'enfant ou de l'adolescent. Le cadre doit assurer la sécurité, permettant cette évolution progressive. Évidemment, ce cadre doit être bien adapté à l'enfant, ni trop restrictif, ni trop permissif. Et une difficulté majeure pour le détenteur de l'autorité est de savoir expliquer le bien fondé, la raison d'être des règles qu'il impose. Il devrait y avoir un effort pédagogique, et non une imposition bête et méchante. C'est comme ça et pas autrement. Mais pourquoi ? Parce que. Fin de la conversation. Et nous l'avons tous vécu, que ce soit en famille ou à l'école, et même parfois plus tard au travail. Et une autre difficulté donc pour le détenteur de l'autorité est d'être conscient de l'évolution de l'enfant. Si le cadre n'est pas approprié, trop restrictif, il risque d'être rejeté et contourné. Ou pire encore, il peut limiter le développement de l'enfant. On voit ça avec les enfants trop couvés.
Ils ne sont pas prêts en grandissant à se confronter à la réalité de la société. Quand ils sortent de leur cocon, leur naïveté les rend démunis face aux dangers qu'ils peuvent rencontrer. Et si au contraire, le cadre est trop permissif, le jeune peut être confronté à des situations, des prises de risques, des tentations dont il n'a pas la maturité pour en appréhender les réels dangers et les conséquences. Dans les deux cas, quand l'autorité est défaillante, la sécurité n'est pas assurée. Mais c'est peut-être aussi une façon d'en ressentir l'utilité. Plus tard, une fois adulte, cette défiance vis-à-vis de l'autorité est encore assez présente. Mais là, l'autorité dans la société est représentée par la police, les politiques, le gouvernement, et au travail, c'est le patron ou le supérieur hiérarchique. Et là encore, la juste expression de l'autorité n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois presque inexistante, pour ne pas se compliquer la vie, chacun doit se débrouiller, ou à l'inverse, infantilisante pour pouvoir garder une forme de pouvoir. Nous pouvons constater que, collectivement, nous recherchons cette juste autorité et pour cela, nous avançons par essai et erreur. Et tout ce processus met du temps. Mais au-delà de cette autorité humaine, nous sommes soumis à une forme d'autorité nous dépassant. Ce sont des grandes lois, pas toujours bien conscientisées, mais pour autant toujours actives. Prenons comme exemple la loi cause-conséquence. Elle est à l'œuvre en permanence et chaque acte que nous posons génère des conséquences dont nous sommes plus ou moins conscients. Et cet apprentissage des lois est aussi progressif. Plus nous avançons sur le chemin de la conscience, plus les conséquences de nos actes vont se révéler rapidement. Chaque être humain, donc, au fil de ses expériences, de ses incarnations, va développer plus ou moins d'énergie pour impacter le monde. Pour commencer, cette énergie dépend du niveau de conscience de la personne et de la correspondance avec les actes qu'il pose. S'il y a une dissonance entre les deux, l'énergie sera moindre, comme freinée. Et s'il y a accord, l'énergie pourra circuler librement. L'autre aspect qui entre en jeu est la capacité pour chacun d'être responsable de ses actes. Mais cette notion de responsabilité évolue beaucoup avec les différents états de conscience. En conscience de masse ou de dépendance, la responsabilité est surtout vis-à-vis des autres, sans forcément se prendre en compte. Puis en conscience individuelle, la responsabilité est presque exclusivement tournée vers soi-même, pour assurer son bien-être et ses envies. Et là, les autres n'ont qu'à se débrouiller. À chacun ses problèmes et ses responsabilités. Jusqu'au développement de la conscience d'ensemble, où là, la responsabilité s'étend vers des ensembles nous incluant toujours plus grands. Une difficulté majeure donc pour l'humanité est justement de pouvoir comprendre et reconnaître ces lois à l'œuvre, et aussi d'en éprouver la justesse dans leur expérimentation progressive. Le fait qu'elles s'appliquent ou se révèlent différemment en fonction des états de conscience peut donner une impression d'incohérence. C'est la même chose que peuvent ressentir certains enfants vis-à-vis de leurs parents. Par exemple, une jeune fille pourrait demander « Mais pourquoi ma petite sœur de 9 ans peut aller dormir chez son meilleur ami, alors que moi qui en ai 14, je n'ai pas le droit? C'est injuste !» Et évidemment, c'est la question de la sexualité qui intervient et remet en question l'autorisation. Mais la jeune fille n'en est pas forcément consciente. Ou encore, un jeune garçon de 15 ans pourrait ne pas comprendre que ses parents ne le laissent pas sortir le soir, alors que son cousin du même âge, lui, est autorisé, et parfois même il dort dehors. Mais la différence est que l'un habite en ville, où la vie nocturne est plutôt agitée et mouvementée, alors que l'autre est en pleine campagne. Son cousin passe beaucoup de temps dans la nature et organise de temps en temps des bivouacs avec des copains. Mais c'est sans danger pour eux. Là encore, le jeune ado n'est pas conscient des dangers qu'il pourrait rencontrer la nuit. Une chose étonnante qui peut sembler incohérente pour nous qui sommes en chemin vers la conscience d'ensemble est que nous impactons moins la société que de nombreuses personnes en pleine conscience individuelle. Mais pour autant, c'est juste. Ces personnes sont puissantes car elles dirigent leurs énergies dans une seule direction, leur volonté personnelle. Alors que nous sommes souvent en contradiction, en lutte entre notre volonté personnelle, encore active, et la volonté de s'accorder à l'ensemble, et ça génère forcément des limitations.
Développer la conscience d'ensemble, c'est justement renoncer progressivement à sa volonté personnelle. Et ce n'est pas évident. C'est chercher à s'accorder et à soutenir le meilleur qui peut être possible de vivre ensemble en fonction de la conscience du plus grand nombre. Aussi, l'impact de nos actes, de nos pensées est plus subtil et donc moins visible. Et tout ça peut venir nous questionner sur notre importance personnelle, surtout si nous ne sommes pas au clair avec notre propre valeur, si tout cela ce n'est pas détendu. Alors pour libérer notre énergie, nous devons être de plus en plus conscients des véritables intentions à l'origine de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, et être attentifs aux conséquences de ceux-ci pour valider leurs alignements, ou dans le cas contraire, les modifier en ajustant notre intention. Nous pouvons voir que la liberté dépend donc pour nous, en tant qu'individus matures, de notre autorité intérieure. C'est elle qui doit mettre les garde-fous pour ne pas empiéter sur la liberté des autres et pour nous empêcher de prendre des risques inconsidérés. Mais qu'en est-il des autorités qui nous gouvernent? Malgré leur liberté d'action, ils semblent presque exempts de toute responsabilité personnelle vis-à-vis de leurs actes, de leurs choix et de leur gestion politique. Ce fonctionnement semble plutôt contre nature au vu de la loi à cause-conséquence, ou du moins prêt à être dépassé. Il peut être venu le temps pour le peuple d'assumer la responsabilité de contrôler les politiques. Étienne Chouard travaille sur ce sujet avec des réflexions sur la Constitution, la possibilité d'organiser des référendums d'initiative citoyenne et même de mettre en place des organismes de contrôle constitués de citoyens tirés au sort. L'idée n'est pas de rentrer en lutte contre les politiques, mais de mettre un cadre sécurisant, propice à la juste expression de leur engagement. Pour finir, évoquons aussi que certains hommes d'État ont cherché à mettre en place de grands principes dans leur pays pour faire advenir un monde meilleur. Comme par exemple au cours de la Seconde Guerre mondiale, Franklin Roosevelt et Winston Churchill s'étaient engagés dans cette direction avec la Charte de l'Atlantique. Elle donne un aperçu de ce que pourraient mettre en place des gouvernements sensibles au bien commun. Et bon, malheureusement, leurs successeurs n'ont pas vraiment poursuivi cette vision. Et dans le même esprit, Franklin Roosevelt a aussi défini 4 libertés essentielles sur lesquelles le monde pourrait être basé pour assurer la liberté de chacun et sa sécurité. La première est la liberté de parole et d'expression partout dans le monde. Et là, on peut observer, si nous nous donnons la liberté de nous exprimer et si nous la donnons aux autres. La deuxième est la liberté de chacun d'adorer Dieu à sa manière, partout dans le monde. Sommes-nous dans cette tolérance vis-à-vis de la spiritualité de chacun ou même de son absence de spiritualité? Et n'est-ce pas ça la base de la laïcité? La troisième est se libérer du besoin, ce qui signifie une entente économique mondiale qui assurait à toute nation et à tous ses habitants une vie saine et dans la paix. Alors, sommes-nous prêts à partager, à renoncer à l'accaparement des ressources, quelles qu'elles soient? Un monde libéré des famines, de l'extrême pauvreté où chacun pourrait manger à sa faim, avoir un toit sur sa tête et accéder à l'éducation serait le plus propice à la paix dans le monde. La quatrième est se libérer de la peur, ce qui signifie une réduction mondiale des armements, à tel point et de telle manière si complète qu'aucune nation ne serait plus en mesure de perpétuer une agression physique sur aucun de ses voisins, où que ce soit dans le monde. Et là aussi, à notre niveau, sommes-nous prêts à déposer les armes? À faire confiance à notre prochain? C'est probablement la plus difficile à mettre en place car se libérer de la peur oblige inévitablement à la traverser. Ces 4 libertés peuvent être l'objectif à soutenir, chacun à notre manière et là où nous nous trouvons. Le point commun à chacune d'entre elles est qu'elles sont envisageables et applicables qu'en développant la conscience d'ensemble, quand l'unité de l'humanité sous l'apparente division devient une évidence. Alors pour celles et ceux d'entre nous qui souhaitent soutenir le développement de ces libertés essentielles, prenons la responsabilité de les parrainer dans nos vies. Assumons de dire ce que nous avons à dire, bien sûr en mettant les formes,
et laissons également les autres s'exprimer. Assumons notre vie spirituelle si nous en avons une, tout en laissant à chacun la possibilité de vivre la sienne à sa façon. Et le spirituel peut être expérimenté par le biais des religions, mais pas seulement. À chacun de trouver comment se connecter à plus grand que lui. Devenons de plus en plus responsables de notre consommation. Faisons le point sur nos réels besoins et évitons le superflu et le stockage inutile. C'est à chacun de trouver son juste équilibre pour se sentir bien sans tomber dans les excès consuméristes. Nous pouvons aussi faire le choix de déposer les armes, de chercher à manifester le moins d'agressivité possible, ce qui n'empêche pas de signifier un désaccord ou mettre des limites. C'est l'occasion de développer en nous une autorité bienveillante, libérée de toute violence et pour autant bien plus respectée. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et puis d'avoir cheminé tout au long de l'année avec nous sur ce thème de la liberté. Et l'année prochaine, le cycle aura pour thème le voyage de la conscience. Encore merci et j'espère donc à l'année prochaine. Et en attendant, passez de bonnes fêtes et n'oubliez pas de faire votre bilan de l'année avant de partir sur le nouveau cycle. Merci et à bientôt.